Salut, c'est Philippe et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville dans lequel on va reparler d'un sujet qui m'est particulièrement cher, le diptyque Ville et jeux vidéo. On avait déjà parlé des city builders, mais cette fois on va parler des mondes ouverts, les open world à dominante urbaine, et on va essayer de voir ensemble à quoi ils peuvent servir dans le domaine urbanistique et comment ils permettraient peut-être de réinventer les villes de demain. Les mondes ouverts, c'est quoi? Comme leur nom l'indique, c'est des jeux vidéo dans lesquels on va pouvoir traverser librement des environnements totalement vastes, qui sont souvent des environnements urbains ou en tout cas partiellement urbains. Et même si vous n'êtes pas un gamer ou une gameuse, vous en connaissez forcément un, GTA, on en reparlera tout à l'heure. Et ça peut paraître un peu paradoxal de s'intéresser à ces jeux quand on est dans l'urbanisme, parce que souvent, quand on pense à GTA par exemple, on va plutôt penser au déluge de violence pour lequel ils sont souvent catalogués. Oui, évidemment, dans un GTA, vous allez tuer des gens, faire des trucs illégaux, agresser des policiers, et c'est très mal, mais c'est pas que ça. Et vous allez le voir, le fait d'explorer librement des interstices urbains, ça peut avoir beaucoup de sens pour la ville. Oh shit, here we go again. Worst place in the world. Alors c'est pas une vérité générale, mais la plupart du temps, dans les mondes ouverts à dominante urbaine, vous allez traverser des villes qui ressemblent à des vraies villes. Des rues qui ressemblent et qui sont calquées sur des vraies rues, des gens qui ressemblent aux vrais gens. Bref, vous allez avoir des activités, un quotidien, exactement comme si vous y viviez. Un des meilleurs exemples, c'est un des pionniers du genre, un jeu qui a révolutionné l'industrie vidéoludique, qui est sorti en 99 sur la meilleure console de l'histoire, j'ai nommé Shenmue. Et Shenmue, c'est tellement réaliste que ça se passe dans une vraie ville. C'est la petite ville de Yokosuka au Japon, qui est située au sud de Tokyo, à l'entrée de la baie de Tokyo, une petite bourgade portuaire de 400 000 habitants qui n'a pas grand intérêt. Et pourtant, il y a des gens qui vont en pèlerinage là-bas, des gens qui vont voir les échoppes qu'ils ont traversées de manière virtuelle, les petites galeries marchandes dans lesquelles ils ont joué. Bref, c'est quelque chose de fascinant de voir se concrétiser des choses que vous avez pu vivre de manière vidéoludique. Ce que je voulais bien que vous compreniez avec cet exemple, c'est dans quel moule les jeux à monde ouvert se sont un peu développés. Et il y a eu un virage qui a été pris quelques années après la sortie de Shenmue avec la sortie des GTA en 3D qui a vraiment énormément contribué à cette importance des mondes ouverts à dominante urbaine. Alors à la différence de Shenmue, les GTA, ils ne se passent pas dans une ville réelle, mais dans des villes qui sont plutôt très inspirées de la réalité. Il y a par exemple Liberty City qui va reprendre les codes de New York, on a Vice City qui est une sorte de pastiche de Miami, et puis on a San Andreas qui grosso modo reprend une partie de la côte ouest américaine avec Las Venturas pour Las Vegas, San Fierro pour San Francisco, Los Santos pour Los Angeles. Et dans le même genre, on pourrait aussi citer la saga des Yakuza qui sont sortis à partir de 2005 et qui se déroulent dans le quartier de Kamurocho, qui est une sorte de variante très clairement inspirée du Kabukicho, le quartier chaud de Tokyo. Et comme pour GTA, ça a beau être de vraies expériences ludiques dans lesquelles vous allez faire des trucs illégaux et donc pas du tout la réalité, eh bien, ce sont quand même des expériences qui permettent d'explorer une ville sous toutes ses coutures, de découvrir comment naviguer dans un espace piéton, d'un quartier à l'autre, etc., etc. Et c'est ça qui leur donne un intérêt ultra intéressant pour les géographes et urbanistes que nous sommes. Il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué à la fin des années 2000, début 2010, et qui est explicitement inspiré par ce type de jeu. C'était Participatory Chinatown, un projet qui avait été porté par des associations locales du Chinatown de Boston dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier. Et dans ce jeu, comme dans les open world dont je vous ai parlé à l'instant, vous aviez un personnage, vous aviez des missions, aller chez le coiffeur, aller chez le fleuriste, et le but, il n'était pas simplement de jouer, mais aussi de pouvoir exprimer vos avis. Par exemple, pourquoi vous allez emprunter telle rue plutôt qu'une autre? Pourquoi cette intersection vous paraît plus dangereuse? Et ce type de projet, il a deux intérêts. D'abord, ça permet de visiter une ville qui n'existe pas encore. Et puis surtout, ça permet de compléter les démarches de concertation classiques. Par exemple, dans le cas de Participatory Chinatown, ça permettait à des gens qui ne parlent pas forcément la langue ou qui ne sont pas habitués à s'exprimer dans les ateliers de concertation, je pense par exemple aux enfants, de pouvoir aussi donner leur avis. Moi, je pense que la question fondamentale, c'est l'optimisation de l'espace. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Bon, évidemment, c'est pas exemple de défaut, on retrouve des problèmes de représentativité, mais en termes de solutions complémentaires aux outils de concertation classiques, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que ces dernières années, il y a eu pas mal de dispositifs qui ont essayé de s'inscrire dans cette voie. En France, on a l'exemple d'une boîte qui s'appelle Enodo, qui utilisait le CryEngine, un moteur issu du jeu vidéo,
pour proposer des modélisations en 3D. Par exemple, ils avaient modélisé le tracé de la ligne de tramway de Nice qui était alors en projet et ça permettait aux habitants de découvrir où étaient les stations par rapport à leur domicile, à leur lieu de travail, comment ça allait changer leurs habitudes, etc. etc. Alors on va pas se mentir, à la différence des GTA et des Yakuza, c'est pas les jeux les plus fun qui soient, parce que prendre le tramway concrètement, c'est pas super marrant. Mais c'est quand même assez intéressant de pouvoir se dire que, en explorant des mécaniques ludiques, on peut apporter des formes de concertation, des formes d'immersion dans des environnements urbains en projet, qui peuvent permettre aux habitants peut-être de se dire « Ok, ça va ressembler à ça et voilà la vie que je pourrais y mener ». Et je pense qu'il y a un vrai potentiel là-dedans. Et ça m'amène à conclure sur quelque chose qui m'est cher, c'est l'interdisciplinarité entre les acteurs de la ville et les acteurs du jeu vidéo. Là, on a vu comment les villes pouvaient s'inspirer de jeux vidéo, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Le problème, c'est que du côté des acteurs urbains, il y a encore beaucoup de réticences. Il y a encore beaucoup de jugements à l'égard du jeu vidéo, qui est peut-être considéré comme une pratique un peu trop enfantine, ou inversement un peu trop nerd. Mais le problème, c'est aussi du côté des acteurs du jeu vidéo, qui pour l'instant ne s'intéressent pas forcément beaucoup aux mondes urbains et aux acteurs de la ville. Et pourtant, dans les jeux historiques, on voit bien qu'ils vont mobiliser des historiens, ou mobiliser des experts pour nourrir la granularité de leur jeu. Salut Maxime, tu es l'historien derrière la saga Assassin's Creed depuis je crois le 3e épisode, c'est ça? C'est ça fait maintenant 7 ans. Moi j'aimerais bien qu'à terme, quand on concevra une ville dans un jeu vidéo, on puisse faire appel à des urbanistes, des géographes, des designers urbains, des designers de mobilier, tous ces acteurs qui peuvent énormément contribuer à la qualité d'un jeu. Moi sur ce, je vous dis à bientôt, on arrête ici, mais vous pouvez lâcher un pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager vos meilleures anecdotes, vos meilleures expériences de gamers ou de gameuses dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines sorties. Le prochain épisode, il sortira après les vacances d'été en septembre. Donc on se retrouve quand vous aurez bien profité des vacances. Et moi je vous dis à très bientôt. Je suis accro à GTA et ça ne s'arrête pas, des fois je passe mes nuits à ça. Je suis accro à GTA et ça ne s'arrête pas, des fois je passe mes nuits à ça.